lire, voir des médias contradictoires pour pouvoir se forger une idée et pour arriver à la notion de vérité qui n'est pas quelque chose donné comme ça. Parce que, en fait, les vrais faiseurs de fake news, c'est les médias de masse. Évidemment qu'il y a un souverainisme de droite, c'est évident, mais un souverainisme de gauche aussi. C'était vraiment très important que l'individu prenne sa santé en main et d'une façon libre, hein, avec un esprit de recherche et pas un esprit de soumission à une autorité médicale. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre, mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on parle ensemble du numéro 65. Alors aujourd'hui, on retrouve Bernard, Alexandre et Daniel qui est à distance, mais il est bien avec nous. Donc, je vous montre le numéro 65. Alors Alexandre, tu as décidé de nous parler, tu reviens sur la différence qu'il y a entre Kéros et les médias officiels subventionnés et surtout l'approche informationnelle qui est extrêmement différente. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors, merci Nicolas. Bon, il faut quand même préciser que Kéros n'existe pas uniquement en se comparant aux autres, hein, mais il faut aussi rappeler que si les médias traditionnels faisaient leur travail, on n'aurait peut-être pas eu besoin de lancer Kéros. Kéros naît parce que justement, les autres, selon nous et selon une analyse poussée qui a déjà été faite avant, par notamment Chomsky et Edward dans la fabrication du consentement, sont des outils de propagande. Donc je rappelle à la fois dans un édito un peu optimiste et peut-être un peu pessimiste aussi, puisqu'il s'appelle quand même, je le titre, cela vaut-il encore la peine d'informer? On se demande à tel point la censure, à quel point elle est importante, nous met encore dans une posture où on peut toucher plus de gens. Hein. La plupart, ceux qui nous suivent savent qu'on a des problèmes quand même financiers, que les abonnements suite à la diminution le contexte Covid qui s'est un peu réduit et où les gens sont revenus, disons, à la normale, pensent revenir à la normale, a fait qu'on a quand même perdu pas mal d'abonnés. Vivement la prochaine pandémie. Bah, c'est ça un peu le paradoxe, hein. On ne souhaite pas une pandémie du tout, mais c'est incroyable que beaucoup de gens, et c'est compréhensible aussi, viennent vers nous quand ils ont besoin de nous et ne se rendent pas compte que la presse libre est une nécessité toujours et pas qu'en cas de crise. Et que s'il y a une prochaine pandémie un jour et que Kéros n'est pas là, ben, ils devront faire sans. Hein. Mais je veux pas qu'on se présente comme des sauveurs, mais c'est vrai que beaucoup de gens sont venus vers nous ces 4 dernières années en disant « Heureusement que vous étiez là, je ne sais pas ce qu'on aurait fait parce que j'avais l'impression, encore quelqu'un me l'a dit hier à une conférence que j'ai faite avec Marc Loix, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. J'aurais eu l'impression d'être, c'est une femme qui dit ça, j'aurais eu l'impression d'être folle. » Et il faut rappeler que Mathias de Smet, c'est ce qu'il dit aussi, quand il n'y a plus un autre narratif, on tombe dans un totalitarisme complet où on a l'impression que ce monde complètement délirant qu'ils sont en train de nous faire, hein, on parlait en off des Jeux Olympiques, si tu sors seul en rue et que tu as l'impression que tu es le seul à voir que c'est du délire de ces Jeux Olympiques par exemple, et cette soi-disant assainissement de la Seine pour, tu rappelais, 1,4 milliard d'euros. Je ne sais pas si voilà, tu disais qu'on pouvait construire 4 hôpitaux au CHU avec ça, alors que les soignants sont mal payés, il en manque, on manque de profs, voilà, on est totalement dans Et ils continuent à fermer des lits, quoi. Voilà, et on continue à nous censurer, nous, et à faire... Je voyais encore quelqu'un qui disait, mais comment savoir, parce que je viens de faire une interview avec Xavier Magnier, qui est assez éloquente, mais comment savoir quand vous publiez quelque chose? Moi, je vais le matin sur mon fil Facebook, et je ne vous vois jamais. Je dis, mais oui, évidemment, on est shadowbanné, donc on fait tout pour qu'on pense qu'on n'existe pas, donc les gens qui sont sur Facebook ne reçoivent plus aucune notification. C'est simple, donc il faut ou bien s'abonner à notre newsletter, ou bien aller spontanément sur notre site internet pour voir les publications qu'on fait. Donc voilà, ils continuent à nous censurer, ce qui est un bon signe, parce que ça veut dire qu'on leur fait quand même peur
alors que par rapport aux 400 millions de l'RTBF, on est à un autre niveau puisque on nous a pris nos subsides. Et ils continuent à parler entre eux et à se convaincre et à s'auto-confirmer. Donc le CDJ, les diverses agences de fact-checking, et la RTBF et les médias de masse, entre eux, essaient de convaincre l'opinion publique que nous sommes des complotistes. Et pour informer de quelque chose qui n'était pas encore arrivé au moment où j'ai écrit cet édito, le Conseil de déontologie journalistique vient de rejeter notre plainte contre la RTBF qui nous traitait de complotistes dans un article en disant que la RTBF avait bien fait son travail d'enquête qui permettait de nous traiter de médias alternatifs et complotistes. On peut voir cette enquête. Médias alternatifs et complotistes. Ils disent une enquête de terrain et ils ouvrent sur Internet, ils mettent entre parenthèses une enquête de terrain. Une recherche Google, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines avant, donc c'était sur l'Evras, hein, ce sujet-là, sur lequel nous avaient traité de complotistes. Quelques semaines avant, je recevais un document qui m'était adressé de la Ligue Wallonne de la santé mentale, qui a analysé le guide Evras et qui en tire les mêmes conclusions que les gens qu'on a interviewés et qui amène la RTBF à nous traiter de complotistes. Ça, c'est important. Donc, c'est qui arrive aux mêmes conclusions ? La Ligue Wallonne de la santé mentale, dont fait notamment partie Jean-Pierre Lebrun, qui écrit Un monde sans limite, que Bernard connaît bien aussi. Je ne les pense pas complotistes. Qu'on a déjà interviewé. Donc, c'est des hommes, des femmes, diverses personnes qui travaillent avec des enfants abusés pour certains, depuis 30, 40, 50 ans, et savent très bien ce que c'est des enfants. C'est eux les vrais experts. Ils rappellent dans le courrier qui m'a adressé, qui est joint au petit fascicule qu'ils ont fait, que aucun expert de la santé, aucun expert de l'enfance, aucun enseignant, personne n'a été consulté pour faire le guide Evras, à part des associations comme l'association, je crois que c'est Genre Pluriel, financée à coût de dizaines de milliers d'euros, comme par hasard, qui, eux, ne connaissant quasiment rien à l'enfance, ont été plaqués une idéologie sans émettre aucun doute sur un guide qui va devoir être diffusé dans toutes les écoles avec des formateurs dont on ne sait pas, parce qu'il y a aussi un flou dont on ne sait pas quelle est eux-mêmes leur limite à cette idéologie nauséabonde qui est celle de LGBTQ+. Et donc les gens disent mais non, c'est pas grave, c'est bien, mais eux rappellent dans la Ligue Wallonne pour la santé mentale qu'ils ne sont pas contre l'éducation sexuelle et affective à l'école. Mais ils disent que dans ce guide, c'est pas du tout ça qu'il y a, c'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est un bon exemple. Des bonnes idées sont englobées dans des mauvaises. Oui, il y a quelques bonnes idées, mais il y a surtout un moyen de faire passer une idéologie. Alors, je discutais l'autre fois avec une amie qui me disait « Oui, mais qu'est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui se disent on va... » Oui, d'abord, je pense qu'il y en a certains qui sont mal intentionnés, mais c'est un système qui fonctionne bien. Tous les fonctionnaires de la communauté française ne se mettent pas d'accord entre eux en disant on va transmettre l'idéologie LGBTQ+. Non, ils sont tous là, mais c'est une bonne chose. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps, on nous a dit que c'était bien. Et quoi, tu crois qu'il y a des gens mal intentionnés ? Non, mais il y a un système qui fonctionne très bien avec des petits fonctionnaires obéissants. Les gens ne sont pas intentionnés, ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Non, ils obéissent, la plupart obéissent. Sans réflexion. Ils fonctionnent, aurait dit Ils fonctionnent. Guilterand. Voilà, ils fonctionnent tout à fait. Et même s'ils pensaient autrement, ils sont impuissants. Ouais. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a vu à ces manifestations, notamment celle de début septembre, devant le Parlement de la Communauté française, tous ces parents dont la plupart étaient musulmans, de nouveau, nous, on défendait pas la sexualité telle que le Coran, par exemple, en parle. Nous, je veux dire, on n'est pas pour une sexualité débridée et que l'État vienne s'immiscer dans la question sexuelle, mais on n'est pas non plus pour que les gens soient totalement, que ça devienne tabou, parce qu'on sait très bien... Le puritanisme, style la religion musulmane, parce qu'on sait très bien que là, il y a une hypocrisie énorme, pas de relations sexuelles avant le mariage, et des choses comme ça qui mènent, on va pas en parler ici, mais... Donc on est pour qu'on puisse débattre, qu'on puisse discuter, et de nouveau, dans cette question de l'Evras, on a demandé l'avis de personne. Personne. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est avec quoi j'avais introduit ma conférencière avec Marc Lug, c'est que cette question de l'Evras, et ça j'en parle dans mon édito, c'est une manière de nouveau de créer un réel qui n'existe pas.
C'est-à-dire, on fait croire à tout le monde que le guide était... Et on pourrait prendre le guide, on pourrait prendre la guerre en Ukraine, on pourrait prendre Gaza, on pourrait prendre n'importe quoi, on pourrait prendre ce qui se passe avec Trump et aux États-Unis. On nous fait croire que tout le monde est d'accord sur les brasses, que ceux qui remettent ça en question sont des complotistes et des fous, que tout le monde a participé à ce guide des brasses, des professionnels de la santé, et que ce n'est qu'une bonne chose. Et donc on crée un réel qui n'existe pas, et on le plaque avec, et ça c'est peut-être le côté optimiste, peut-être en fait il y a plein de gens qui ne croient plus en ce cinéma, en ce spectacle. De moins en moins. De moins en moins en tout cas. Et donc voilà, dans mon édito, je parle de cette question du réel, de l'information qui n'est jamais en fin de compte quelque chose qu'on reçoit comme ça. L'information, il faut la chercher, il faut lire, voir des médias contradictoires pour pouvoir se forger une idée et pour arriver à la notion de vérité qui n'est pas quelque chose donné comme ça. Parce que, en fait, les vrais faiseurs de fake news, c'est les médias de masse. Qui te disent, qui te plaquent une vérité comme ça, ne vous posez plus de questions, nous allons penser pour vous. En fait, c'est ça qui se passe. En fait, ce que les gens doivent comprendre, et la personne qui a discuté avec toi, qui dit ça n'apparaît pas sur ma page Facebook, avant l'information était passive. Elle arrivait. On ouvrait quoi que ce soit n'importe quel transmetteur de médias, ça arrive. Maintenant, c'est une information active. Il faut aller la chercher. Elle ne vient pas toute seule. Surtout avec la censure, ouais. Oui. Surtout avec la censure. Et donc j'en viens aussi à la question de la liberté. Et je pense que, et c'est Victor Hugo qui disait, la liberté commence où l'ignorance finit. Je pense que si nous sommes ignorants, nous ne sommes pas libres. Je veux dire, donc il reste encore beaucoup de gens Et si tout le monde pense pareil, c'est que personne ne pense. Ça aussi, ouais. Spinoza le disait aussi d'ailleurs. Ouais. Et donc, évidemment, par rapport à cette question de la liberté et du pouvoir et du contrôle de l'information, il n'y a aucun pouvoir qui peut se passer du contrôle de l'information. Et là, on est dans les dictatures encore. Hein, il y a des journaux clandestins qui s'échangeaient sous les vestes. Oui, alors que maintenant, tout à fait. Alors que maintenant, ils veulent à tout prix la contrôler et tuer tous ceux qui auraient une autre information. Donc, le pouvoir ne survit pas sans contrôle de l'information. Et je suis sûr que la crise Covid, la guerre en Ukraine n'aurait jamais pris sans des médias aux ordres, financés par les pouvoirs politiques, qui, quand on ne ferme pas sa gueule, en gros, nous retire l'argent tout simplement. Donc ils contrôlent l'information avec des subsides. Je rappelle quand même que le groupe IPM, c'est des dizaines de millions d'euros qu'ils reçoivent, Roularta Rossel aussi, et la RTBF, n'en parlons pas. Ça, c'est à coût de centaines de millions d'euros. Voilà, donc je termine mon édito en parlant aussi de l'invention de l'art de fake news dont Guy Debord parlait déjà dans les années 80. Il avait tout dit. Et là, je le cite, il dit par rapport au concept de fake news, le concept est toujours hautement employé par un pouvoir ou corollairement par des gens qui détiennent un fragment d'autorité économique ou politique pour maintenir ce qui est établi, tout simplement. Et il dit aussi, la désinformation, c'est tout ce qui est obscur et risquerait de vouloir s'opposer à l'extraordinaire bonheur dont cette société, on le sait bien, fait bénéficier ceux qui lui ont fait confiance. Et donc, la désinformation, il parlait de désinformation, maintenant on a appris le terme anglo-saxon des fake news, mais voilà, c'est la même chose que la désinformation. Et dans les années 80, il avait déjà tout compris. Comme quoi, le concept est apparu beaucoup plus tard, en tout cas, a été médiatisé beaucoup plus tard, mais il était déjà là bien avant. Bien avant. Maintenant, on est juste au summum de la désinformation par le pouvoir politico-médiatique. Et c'est ce qui est le plus frustrant, c'est que l'information officielle, si on remonte jusqu'à la source, c'est basé sur rien, alors que le discours non officiel, ben lui, en fait, il est basé sur des faits, sur des études, Normalement. sur le réel. Normalement, parce que Pour la plupart des cas. tu peux quand C'est même... ça qui est extrêmement frustrant. Parce que tu peux même trouver quand même dans le discours non officiel des gens qui sont dans l'exact inverse des médias de masse qui font qui font aussi du n'importe quoi. Et d'ailleurs, les gens sont tellement perdus, puisqu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de contradiction, qu'ils vont vraiment parfois aussi chercher des éléments d'information totalement farfelus. Ouais. Mais je respecte, hein, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, on est perdu. Parce qu'il faut son shot de dopamine. Donc les infos un petit peu graveleuses où ça va très très vite, ça fait du bien au quotidien aussi, mais ça décrédibilise aussi tout le mouvement alternatif. Quoi. Ouais. Et donc je conclus en disant aussi que malheureusement, vu cette censure, on parle quand même beaucoup entre nous,
parce que c'est difficile de toucher des nouvelles personnes, mais l'intérêt maintenant, ce serait d'aller au-delà des cercles de convaincus. Et je pense l'information n'est plus suffisante, il faut des actions, quoi. Il faut absolument des actions, des rencontres, mais il faut le faire parce que là, on est quand même... Des rencontres physiques. des rencontres. Hannah Arendt le disait, la politique, c'est la rencontre des corps. Ouais. C'est absolument nécessaire. Ouais. Parce que c'est en contact physique que le sentiment passe. Il y a autre chose qui se passe. Beaucoup plus fort. Il y a autre chose qui se passe. La conférence que j'ai faite hier où il y avait 50 personnes avec Marc Leuys, on aurait fait ça à distance. Bah oui. Ça aurait pas été la même chose. Ouais. D'ailleurs, Daniel... je rigole. Et sans avoir peur non plus de ce contact physique, puis il y a suffisamment d'arguments maintenant, il y a suffisamment de sources d'informations. On peut se masquer. Justement, arriver avec une boîte à outils informationnelle suffisamment puissante que pour amorcer le débat sans craindre. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. C'est vraiment rentrer dans un mur avec une armure, ça va faire mal, mais on a une armure. Oui, et puis, c'est notre condition humaine. Je vois pas comment on pourrait faire autrement. Réellement humaine, incarnée. Ouais, tu pourrais... Parce que hier, il parlait du placement de l'or et tout ça. Tu peux être chez toi avec tes lingots d'or, mais si t'es seul, tu préférerais remplacer tes lingots d'or par des gens... Ouais, évidemment. Les gens se révèlent réellement... Une présence charnelle. En présence humaine et avec aussi dans des situations compliquées. Et des situations où on risque sa vie. Je pense que parfois, c'est le seul moyen de découvrir les gens vraiment. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec le Covid, on risquait pas vraiment sa vie, c'est pas ça, mais les gens se sont révélés à ce moment-là et des gens nous ont étonnés. On se dit, ceux-là, c'est des moutons, mais en fait, non. Et les autres qu'on pensait des grands révolutionnaires se sont révélés des moutons. Ouais, des très bonnes et des moins bonnes surprises. Risquer sa vie, Trump pensait quelque chose. Ouais. Depuis hier. Plus qu'une oreille. Ok, super. Bernard, dans ton article, tu voulais opposer la société actuelle qui est dirigée par les organismes supranationaux, qui sont sans foi ni loi, mais également, et tu voulais opposer à ça un retour à une souveraineté des nations et une reprise du pouvoir. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ? Voilà, la souveraineté n'est pas tout à fait la même chose que le souverainisme. Alors, je préfère plutôt le terme souveraineté. Et tout est une question d'échelle, évidemment. La souveraineté nationale n'équivaut pas à la souveraineté régionale, on va dire, ou la souveraineté de communautés autogérées. Voilà. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est surtout la souveraineté de communautés autogérées. Mais si elle doit passer à un moment donné par une souveraineté nationale, pourquoi pas ? C'est toujours mieux que la mondialisation des décisions à laquelle on assiste actuellement, de plus en plus. Parce que ça s'est mis en place progressivement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec déjà commencé par la communauté européenne, puis ça s'est poursuivi avec l'OMC, l'OMS, la Banque Centrale Européenne, etc. Donc finalement, tous ces organismes supranationaux prennent de plus en plus de pouvoir. Ils n'ont jamais été élus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La gauche qui prétend qu'il faut s'émanciper, parce que ça reste vraiment le mot d'ordre de la gauche, il faut viser l'émancipation collective et individuelle. Mais est-ce possible dans un cadre aussi contraint que des méga-organismes non élus ? Enfin, moi, je pense que c'est impossible. Impossible. Mais en même temps, la gauche réclame du collectivisme. Or, le collectivisme, il se mettra en place d'une manière encore plus efficace, plus il y aura des grandes institutions supranationales. L'OMS, c'est ce qu'il veut avec One Health. C'est décider, un décideur pour le monde entier de toutes les politiques nationales sanitaires, qui seront certainement pratiquement identiques l'une à l'autre. Voilà, est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment ? Je ne sais pas. La démocratie, pour moi, ça ne peut pas exister sans une bonne dose de souveraineté. Et sachons aussi qu'il y a des souverainistes de gauche, parce que voilà, quand on dit souveraineté, souverainisme, automatiquement, pour beaucoup de gens, c'est extrême droite. Et évidemment qu'il y a un souverainisme de droite. Le mot national a été capté, quoi. Voilà. Évidemment qu'il y a un souverainisme de droite, c'est évident, mais il y a un souverainisme de gauche aussi.
Il faut les écouter. C'est Jacques Sapir, Serge Latouche, Jacques Julliard, feu Jacques Julliard, Coralie Delhomme, Aurélien Bernier, Georges Kuzmanovic, même Michel Onfray, Hubert Védrine, Jean-Pierre Chevènement, Arnaud Montebourg, tout ça, ce sont des souverainistes de gauche. On ferait bien de les écouter de temps en temps. Même si je ne suis pas d'accord à 100% avec ce que Arnaud Montebourg peut dire par ailleurs sur la décroissance, Ça a l'air naïf. qu'il vilipende, évidemment. Bon, voilà. Alors, le débat est ouvert. Mais c'est un signe d'intelligence de pouvoir reconnaître chez quelqu'un des traits communs, malgré des différences intellectuelles. Mais il y en a plus beaucoup qui sont capables de faire, surtout dans les C'est la polarisation qui, polarisations. actuellement, peut-être, ouais. de plus en Tu es plus. pour ou contre? Oui. Alors là, on est loin d'être sorti de ce schéma qui se renforce malheureusement de jour en jour. Pour quelles raisons? Notamment, les réseaux sociaux ou asociaux jouent un rôle énorme dans cette polarisation. C'est tellement facile, j'aime ou j'aime pas. Ouais, Le mais clic. ouais, mais c'est des chambres de répercussion de la vision médiatique aussi, tu vois, qui ne donnent pas outil de réflexion. Mais non, mais quand ils polarisent, ils divisent, en fait, parce que t'es pro-anti-Trump, t'es pro-anti-Ukraine, t'es pro-anti-Evra, C'est pas aussi et tout ça fait des petits groupes qui, Ouais. d'abord, ils sont ensemble, puis ils se subdivisent, et puis, en fait, toute la société est divisée. Ouais. Parce que Sachant tu je peux ne pas sais être... plus les chiffres, mais sur les réseaux sociaux, le pourcentage d'humains réels, il n'est pas énorme, hein. C'est beaucoup des robots, c'est beaucoup Des trolls des fermes, professionnels. voilà, où une personne humaine peut Ouais. télécommander énormément de choses, tout en revenant se glisser un petit peu en mettant des commentaires humains, ce qui fait que ça devient un hybride, et on peut croire, l'intelligence artificielle joue un gros rôle là-dessus aussi, et en fait ça crée une fausse impression d'un consensus opposé. C'est extrêmement manipulé, très pervers. Ça fonctionnait, ça fonctionne moins. Il y a eu un gros nettoyage. Bon, Ouais. on espère. C'est toujours difficile à percevoir, vu qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus. Pas encore. En tout cas, moi, je l'observe parce que je Ouais, sais bien l'observation connecté. directe. Et c'est vrai que quand telle personnalité postait quoi que ce soit, on allait voir les commentaires en dessous, et c'était toujours dans le sens de la doxa dominante. C'est plus du tout le cas. Plus du tout. Ça s'est complètement inversé. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fermes à bottes dans l'autre sens non plus, hein. Oui. Faut rester prudent aussi, je veux dire. C'est pas parce que ça va dans mon sens que c'est bon. Faut être très prudent aussi. Mais en tout cas, c'est positif. On espère. Je voulais indiquer aussi, mettre tout à l'échelle de la planète dans mon article, aussi un gros problème démocratique pour moi, c'est que maintenant la propagande nous invite à mettre toutes les problématiques à l'échelle de la planète. Et elle s'appuie sur, malheureusement, une bonne partie du monde écologiste qui réclame depuis une vingtaine d'années qu'un gouvernement mondial, supranational, puisse prendre des décisions pour des problèmes à échelle mondiale. Alors, le réchauffement climatique, c'est un problème vraisemblablement mondial, mais si on le règle de cette manière-là, adieu la démocratie. C'est la porte ouverte à la technocratie, au règne des experts, et alors le renforcement de l'armée, des forces de l'ordre pour vérifier que le programme est bien appliqué par Ça n'arrivera jamais. Je ne sais pas. L'Inde et la Chine vont jamais dire ok, on arrête. Vous avez pu pendant des siècles vous développer, utiliser toutes les ressources de la terre, polluer comme des dingues. Vous avez pu. Nous, on accepte, on peut pas le faire. C'est probable qu'ils refusent ça. Oui. Jamais. Ouais. Ou alors ok, on coupe tous les robinets. Ouais, c'est pas nécessairement un bon signe, hein, parce que la Chine et l'Inde continuent le surproductivisme, on n'est pas bien embarqué. C'est pour ça que les BRICS, d'un point de vue géopolitique, heureusement, c'est une opposition au monde occidental, mais en même temps, si on regarde globalement, c'est quand même pas la fête, quoi. C'est quand même pas fantastique de voir à quel point il y a quand même, je dirais, l'extractivisme continu, qu'il soit chinois ou américain, c'est-à-dire ça continue à extraire. Je pense que globalement, c'est pas très bon, même si heureusement qu'il y a les BRICS pour s'opposer au délire occidental. Et au dollar qui pollue tout. Au niveau planétaire, au niveau de la biodiversité, c'est pas joli, quoi. Même ce que la Russie va faire en exploitant l'Arctique. Ouais. De plus en plus. Ouais. C'est Ouais. effrayant. Hein, donc, Ouais. Ouais.
on reste dans une course. Mais en même temps, ouais. nous l'avons fait. Ouais, d'accord. Mais De quel droit est-ce qu'on leur dit, vous n'avez pas oui, le mais droit? c'est pas parce que C'est un peu compliqué. c'est pas parce que les Occidentaux aient été violer des enfants en Thaïlande que ceux qui n'ont pas fait ça peuvent continuer à le faire. Je veux dire, tu vois, l'extractivisme, la destruction de la biosphère, voilà. Je pense que d'ailleurs, on parle beaucoup moins de la biodiversité que du réchauffement, parce que le réchauffement, c'est du business. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec ça. Par contre, la biodiversité qui disparaît, c'est une réalité, mais on ne fait pas du pognon avec ça, donc on en parle beaucoup moins. Ils vont créer des espèces de zones protégées pour ultra riches, ou en tout cas pour visiteurs qui vont voir la nature comme un spectacle, mais ils détruisent, je veux dire, la nature chaque jour est détruite de plus en plus, et c'est malheureux. Elle s'en remettra hein, quand on sera plus là, mais bon, en attendant. Nous On aurons suffit qu'elle disparu. tousse un petit peu fort et hop, on Et disparaît. puis c'est une richesse pour nous aussi de vivre dans une nature luxuriante, Avec des animaux sauvages. Mais les consciences se développent de plus en plus là-dessus, hein. on espère, mais le pouvoir en face est puissant et ne lâchera rien. Et organisés. Organisé et ne lâchera rien. Ouais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Super. Daniel, je reviens à toi. Toi, en fait, tu interviens dans le gros dossier de ce numéro de Kéros. Et dans ce gros dossier, en fait, on explique comment est-ce que notre société actuelle, finalement, énormément de choses se sont construites pendant le 19e siècle. Et comment est-ce qu'encore aujourd'hui, on a l'héritage de ce 19e siècle. Et toi, en fait, tu veux nous parler de Goethe et de son approche de la médecine, que personnellement j'aime beaucoup. Et donc voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer plus en détail? Oui, tout à fait. Donc, justement, par rapport à ce 19e siècle, donc c'est vrai que c'était dominé par une approche scientiste et bon, c'était la révolution industrielle aussi. Et donc voilà, c'était ça qui dominait, mais il y avait aussi des, des courants alternatifs, disons déjà, et dont faisait partie notamment Goethe, hein, avec ce qu'on appelait la philosophie de la nature en Europe centrale, mais ça allait au-delà. Et puis voilà, comme le dossier en parle, il y a aussi l'homéopathie qui s'est développée à cette époque en étant tout de suite très, très critiquée, très, très attaquée dès le début. Donc il y avait déjà vraiment quelque chose d'alternatif et du côté duquel se trouvaient justement les plus grandes personnalités. Donc en Europe centrale notamment, il y avait des gens comme Goethe, Schelling, Novalis, donc tous ces plus grands représentants de la culture, en fait, ils étaient justement du côté d'approches très, très alternatives et ils étaient vraiment en fait en décalage par rapport à ce qui dominait dans leur culture et dans leur société, c'est-à-dire donc l'industrialisation, comme je disais, le scientisme, et eux, ils cherchaient vraiment autre chose que ça. Et, euh, et donc, en fait, ça a été vraiment des précurseurs des médecines, de ce qu'on appelle les médecines complémentaires, les médecines alternatives. Et notamment, Goethe avait une approche très différente de la santé, beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que ce qui dominait et ce qui domine toujours aujourd'hui. Donc, on voit en général la santé comme une absence de maladie, tout simplement. On parle éventuellement de bien-être, tandis que lui, et alors en fait, son approche remonte à. Elle était déjà héritière de choses beaucoup plus anciennes, hein. Déjà chez les Grecs anciens, il y avait un peu cette idée il y avait tout à fait cette idée que la santé, en fait, c'était une harmonisation active et qui devait toujours être renouvelée des différentes dimensions de l'être humain et aussi un développement des différentes dimensions de l'être humain, donc pas seulement, enfin, notamment la dimension intellectuelle, mais aussi la dimension affective, la dimension physique, etc. C'est ce qu'on essaye un peu de développer beaucoup plus dans l'enseignement alternatif, justement. Et donc voilà, c'était une approche aussi où l'esprit individuel était beaucoup plus actif. Donc Goethe avait un intérêt pour la médecine et pour des grands médecins de son époque, mais il trouvait aussi que c'était vraiment très important que l'individu prenne sa santé en main et d'une façon libre, hein, avec un esprit de recherche et pas un esprit de soumission à une autorité médicale. Et donc là, notamment, j'en parle dans l'article, dans Faust, où on trouve des choses très intéressantes là-dessus, où en fait, il dénonçait déjà
les, les, euh, comment dire, les actes irresponsables des médecins de l'époque. Voilà, j'ai répondu un peu longuement, mais d'autres questions? Mais disons que son approche à lui, donc il s'oriente énormément vers la nature. Oui, Et il tout à observait fait. la nature, ce qui se passait dedans et en quoi est-ce que ça pouvait être bénéfique. Donc il Oui. rejoint un petit peu la médecine chinoise à ce niveau-là, quoi. Tout à fait, donc effectivement, c'est très juste, hein. C'était des approches qui peuvent être vues comme des héritières enfin, ce qu'on appelle les médecines traditionnelles qui existent en fait dans toutes les sociétés anciennes, hein. C'est vrai qu'en Chine, c'est vraiment spécialement intéressant et ça s'enracine dans une tradition spécialement ancienne. Mais alors, il y a des médecines comme ça dans toutes les cultures, hein, aussi en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe à la base aussi. Évidemment, il y a sans doute à prendre et à laisser dans tout ça, hein. On sait que là, dans les médecines traditionnelles d'Extrême-Orient, il y a aussi certaines choses problématiques qui sont faites à partir des animaux. Bon, voilà, il y a des choses critiquables, hein, bien sûr, à ce niveau, mais il y a aussi énormément de choses très, très intéressantes. Et par exemple, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en Chine, il y a énormément d'études qui sont faites aujourd'hui sur la médecine traditionnelle chinoise. C'est intéressant. Et donc Goethe, effectivement, il est dans cet esprit. Mais alors, ce qui est très important, c'est que chez lui, c'est vraiment associé, et on trouve ça aussi en partie chez Schelling notamment, mais c'est vraiment associé à justement une démarche de recherche, d'observation indépendante. Donc à la fois, il y a un intérêt pour des pratiques, des connaissances anciennes, mais aussi vraiment une volonté de vérifier tout ça, de fonder tout ça par l'observation, par l'expérience individuelle. Ça, c'est vraiment très, très Lui-même. important. Et ces démarches, Oui. effectivement, ça le mène à des, comment dire, à des pratiques, hein, notamment très, très concrètes, hein, et donc, notamment, vraiment, là, il met donc, dans son approche, il y a vraiment une recherche enfin, par ses observations, par ses recherches, il en est vraiment arrivé à la conviction que l'intelligence, la sagesse ou l'intelligence sont vraiment actives très concrètement dans la nature et pas seulement dans la tête de l'être humain. Donc ça se manifeste notamment au niveau de l'immunité naturelle, mais aussi bien sûr toute la richesse, toute la diversité qu'on trouve dans le monde des plantes. Donc il décrit le monde de la nature comme une grande pharmacie. Donc c'était déjà une idée qui remonte aussi aux anciens, mais il met fortement en valeur cette idée. Et alors voilà, dans les pratiques qu'il développe à partir de là, mais il y a des choses très simples, mais très, très bénéfiques, hein, comme par exemple la, voilà, le contact avec la nature comme quelque chose de thérapeutique en soi-même. Hein, ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai lu encore récemment qu'il y a des universitaires canadiens qui parlent aujourd'hui de bains de forêt. Faire un bain de forêt, c'est-à-dire passer du temps dans une forêt. Mais on se rend compte que ça aussi, c'est quelque chose qui est thérapeutique en soi-même. Et j'ai trouvé justement Oui. des études que je cite justement dans l'article qui mettent en valeur que ça a vraiment quelque chose de thérapeutique de passer du temps dans une forêt, tout simplement. Donc c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, puisqu'évidemment ça rapporte rien du tout. C'est pas possible de vendre quoi que ce soit en rapport avec ça. Mais donc voilà, ce sont des pratiques comme ça. Et aussi, il avait un grand intérêt pour la phytothérapie, hein, donc les pouvoirs des plantes, etc. Il y a un Voilà, exemple il y a très, plein de très, très, domaines. très concret à ce niveau-là, que j'aime beaucoup. C'est vers le mois de février, l'humain, il a des manques, l'hiver vient de passer, et en fait, on est en grosse carence de plein d'oligo-éléments, et notamment le silicium. Et qu'est-ce qui pousse en février dans nos jardins? Les orties. Ça commence à sortir de la terre. Et les orties, Mm. qu'est-ce qu'elles contiennent en grande quantité? Le silicium. En fait, la médecine chinoise est basée là-dessus. Donc la gémothérapie, les Mm. bourgeons, c'est en fait qu'est-ce que la nature nous offre à quel moment, et il se fait que notre corps en a besoin à ce moment-là. Comme par hasard. Ouais. C'est magique. C'est hyper bien Mm. fait, quoi. Il suffit Mm. d'observer et en fait on peut comme ça préparer les saisons suivantes en prenant des bourgeons, tout simplement. Ça n'a aucun effet secondaire, on ne peut pas se tromper sur le dosage. Et en fait, on renforce notre immunité. C'est extraordinaire. Mm. Ouais. Je trouve que c'est un très bon exemple parce que ça met effectivement en valeur toutes ces relations qui sont encore
souvent très peu connues, mais enfin, il y a effectivement, donc, par exemple, dans cette médecine chinoise, effectivement, il y avait énormément de connaissances. D'ailleurs, ma femme qui est chinoise m'a expliqué que voilà, une très grande partie de cette médecine a été perdue en fait à travers le temps parce que ça remonte à très loin. Et heureusement, voilà, il y a des recherches pour essayer de redécouvrir tout ça, de trouver aussi les fondements de tout ça. Mais effectivement, c'est une énorme richesse et tout ça met en valeur cette intelligence qui est vraiment présente et active dans la nature. Voilà, c'est ça, il faut se demander comment ça se fait que l'ortie, justement, arrive à ce moment-là. Ben, c'est sans doute pas pour rien. Et c'est vrai que voilà, il y a énormément de choses mais dans le Kairos précédent, mais là, je parlais du fait que l'aubépine a un peu fortement aidé pour les problèmes cardiaques, notamment les problèmes de myocardite. Il y a plein d'exemples. Il y a beaucoup de plantes qui ont des propriétés antioxydantes, par exemple la menthe, le gingembre, etc. Les tisanes qui sont faites avec ces plantes, ben, il y a des forts pouvoirs antioxydants. Voilà, de nouveau, voilà, on peut trouver ça dans son jardin. On n'a pas besoin d'acheter forcément des médicaments chers ou des compléments alimentaires chers avec des antioxydants dedans. Ben voilà, il y a ça dans les plantes juste autour de nous. Voilà. Super. Voilà, merci beaucoup. J'ai vraiment bien aimé ton article. Avec Et plaisir. donc dans ce numéro 65, évidemment, vous trouverez encore d'autres sujets. Donc on y parle du monopole de la santé par les Rockefeller, gros sujet. L'identité numérique, gros sujet. L'iode et l'impact de l'iode et de la thyroïde, ça c'est un sujet qui m'a énormément intéressé. On parle aussi de Macron, de cumul de Fallait-il mandats, tuer Macron? etc. Voilà, un très très beau numéro que je vous invite soit à vous procurer dans les bonnes librairies, Palestine ou la faillite occidentale aussi. soit en vous abonnant. On ne le rappellera jamais assez, c'est extrêmement important. C'est 30 € l'abonnement, ça va, c'est pour un an. C'est tout à fait raisonnable. Ça va. Allez-y, allez-y, Kéros en a besoin, la presse libre en a besoin, vous en avez besoin, l'humanité en a besoin. N'hésitez pas, merci à tous, excellentes vacances à vous trois, excellentes vacances à vous tous, et à bientôt. Merci Nicolas.